Je suis allé au Puy du Fou pour la première fois. Oui, je sais, c'est honteux. J'ai 36 ans, je suis passionné d'histoire, je crée du contenu là-dessus depuis 2010 minimum. Et t'es en train de me dire, enfin, je suis en train de vous dire que j'y étais jamais allé avant. Quelle indignité. C'est honteux. En plus de ça, c'est à 2 heures de route de chez moi. C'est n'importe quoi, on est d'accord, c'est la guillotine minimum. Je sais, mais bref, maintenant au moins l'erreur est réparée, mieux vaut tard que jamais. Et cette expression n'a jamais été aussi à propos parce que oui, en effet, concernant le Puy du Fou, mieux vaut tard que jamais, carrément même. Le Puy du Fou, c'est depuis plusieurs années maintenant le meilleur parc à thème du monde. Et malgré les reproches qui peuvent lui être adressés par un certain camp idéologique, vous savez de quoi je parle, eh bien son succès ne faiblit pas. C'est juste le GOAT des parcs à thème, ça marche très très fort. Et c'est peut-être justement ça qui fait rager les haters. Et ça, c'est un régal. Maintenant que j'y suis allé, je peux donc vous en parler objectivement, vous raconter mon expérience et vous dire ce que j'ai ressenti. Ouais, j'ai mis un petit spoiler aguicheur dans le titre, histoire de... On assume ici. Mon expérience au Puy du Fou, le parc des amoureux d'histoire par excellence, le cauchemar par excellence, pour d'autres, on va en parler. Je vous raconte tout maintenant. Pour commencer, encore une fois, désolé, je sais que c'est honteux pour moi de ne pas y être allé plus tôt. C'est même complètement con, quoi. Tellement que ça s'explique même pas. Ça fait partie des choses qu'on remet à plus tard, en attendant le bon moment. Bah là, le bon moment, il était enfin arrivé. C'était les vacances scolaires, ma mère était de passage dans la région, on a donc décidé d'y aller avec mon fils. Pour info, il y a 10 ans, voilà. Donc c'était une expérience familiale et je reviendrai là-dessus. On y est allé un jour seulement, alors je sais que c'est pas l'idéal, hein, évidemment, pour vivre l'expérience à fond, mais on a pu voir à peu près tout ce qu'on voulait voir en priorité. Je vais donc vous raconter cette belle journée, les spectacles que j'ai pu voir, les expériences que j'ai pu faire, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pensé du parc en général, et aussi mettre mon expérience, disons, en parallèle avec certains reproches qui peuvent être faits au parc. Ah, le Puy du Fou, l'antre du roman national, l'antre de la bête. Il y a même eu un livre, vous vous souvenez, qui était sorti là-dessus, j'en avais fait une vidéo. Allez la voir, je l'ai revue, elle est encore objectivement masterclass. Est-ce que ces attaques sont justifiées ? Est-ce que le Puy du Fou est réellement le meilleur parc à thème du monde? Eh ben, on va voir ça. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par le Puy du Fou. Bah non. En revanche, j'ai bien un partenaire qui m'accompagne sur cette vidéo. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois. Je les remercie de me faire à nouveau confiance. Il s'agit de Novium. Si vous cherchez une idée cadeau originale et qui a du sens, pourquoi pas à l'occasion de la fête des pères qui approche par exemple, laissez-moi vous présenter leur Overpen Interstellar. C'est un stylo qui lévite dans son socle grâce à un magnétisme très bien pensé. Il a d'ailleurs été élu comme l'une des meilleures inventions design par le Time en 2022. C'est un bel objet de haute qualité et c'est moins qu'on puisse dire puisqu'il est conçu en aluminium de qualité aéronautique. On est dans le thème. Et pour rester dans le thème, sachez que son angle d'inclinaison, 23,5 degrés, est précisément celui de la Terre. Voilà, c'est un petit détail mais que j'aime beaucoup. Il existe en plusieurs coloris, avec un anneau en or 18 carats, mais aussi, celui que je trouve le plus incroyable, une version avec un véritable éclat de météorite datant de plus de 4,56 milliards d'années. Donc littéralement plus vieux que la Terre. C'est fou. Pour moi qui, en plus de l'histoire, suis un grand fan d'astronomie et de conquête spatiale, j'adore le concept. En décembre, j'avais reçu cet Overpen, donc Interstellar Edition, et sachez que depuis, il a jamais quitté mon bureau. Tiens, reviens ici, toi. C'est devenu le stylo que j'utilise au quotidien, tout simplement parce que au-delà du fait que c'est très joli à voir sur un bureau, l'expérience et la qualité d'écriture sont excellentes, il se prend bien en main et on peut s'amuser avec. Oui, pour moi, c'est validé, alors je vous encourage à vous rendre sur leur site pour découvrir leur Overpen et toutes ses variantes. Il y a aussi une version future 2 en 1 avec plumes et rollers interchangeables. Et que ce soit pour vous-même ou pour faire plaisir en offrant un cadeau d'exception, rendez-vous dès maintenant sur le lien en description et grâce au code Christopher, vous aurez une remise exceptionnelle de 20% pendant 48 heures. Après ce délai, une réduction vous sera toujours proposée, mais plus basse. Alors dépêchez-vous, foncez et faites-vous plaisir. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'à partir de maintenant, je vais passer en mode un peu plus décontracté, comme ça, je vais vous raconter mon expérience de manière plus naturel, je pense que ce sera plus agréable. Je vais commencer donc chronologiquement par vous raconter ma journée, le programme, les spectacles que j'ai vus, comment je l'ai vécu, et puis ensuite je ferai un mot de conclusion bien sûr sur le parc et aussi sur les polémiques qui l'entourent. Donc on est parti, on a fait 2h, 2h20 de route, c'était la partie la moins agréable évidemment, et puis on est arrivé vers 10h30, 11h, disons qu'on rentre dans le parc aux environs de 11h, donc oui on aurait pu arriver plus tôt, mais on a pris un petit peu de retard etc, mais on est arrivé dans le parc vers ces eaux-là,
Tout ça pour vous dire que si vous arrivez plus tôt, je crois que le parc ouvre à 9 h, vous aurez l'occasion de faire plus de choses que ce qu'on a fait. Et on a déjà fait pas mal, vous allez le voir. Moi, j'avais préparé mon petit programme, évidemment, juste avant. D'autant que l'application Le Puy du Fou est très pratique. Vous pouvez voir tous les horaires des spectacles, parce qu'il y a des spectacles qui ont lieu plusieurs fois dans la journée, des expériences immersives qui ont lieu toute la journée ou à certaines périodes, et des spectacles qui n'ont lieu qu'une fois, comme par exemple Le Secret du Triomphe, le fameux Colisée, l'amphithéâtre avec les courses de chars. Ça, c'est une fois dans la journée, il fallait pas le rater. Mais sinon, ben voilà, j'avais fait mon programme par rapport à ça. On arrive donc vers 11 h. Et puis, c'était justement l'heure bientôt du début du premier spectacle auquel on allait assister, Le Secret de la Lance. Il nous restait quelques minutes. Alors, on a fait... je vous dis, le parc est parsemé de... Vous avez les spectacles, hein, les gros spectacles qui ont des heures précises et des durées précises. À côté de ça, vous avez des expériences immersives, c'est-à-dire des endroits où vous allez déambuler dans un décor animé avec un narrateur, avec des animations, des gens en costume, des scènes, etc. Je vous en parlerai plus tard. Et puis... qui gravite autour de tout ça, finalement, c'est le parc en lui-même avec des reconstitutions de villages vikings, du Moyen-Âge, de la Belle Époque, et vous avez plein de... des petits labyrinthes pour les enfants, un espace pour les enfants. Nous, on a fait, voilà, en arrivant, on a fait les jardins de la Fontaine, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous avez une petite balade dans un parc avec des animaux en pierre, des animaux tout court. D'ailleurs, les animaux sont au cœur du parc, je vous en parlerai. On commence donc par le parc de la Fontaine, histoire de prendre ses marques. Et ensuite, Le Secret de la Lance va bientôt commencer. Alors, je sais plus les heures exactes. Donc, on y va 30 minutes avant. Et là, je vois une foule énorme devant le premier spectacle, Le Secret de la Lance. Je me dis, aïe, 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 si on va commencer à faire la queue maintenant. Et bien, en fait, pas du tout. C'est très bien géré, puisque la foule, en fait, attendait tout simplement que les portails s'ouvrent, et ensuite une fois que les portails s'ouvrent, et bien les gens s'installent naturellement dans les immenses gradins qu'il y a pour assister au Secret de la Lance, et puis ça se fait de manière fluide. On n'a pas du tout l'impression de faire la queue, et même tout au long de la journée il y a une sorte de fluidité dans le parc, c'est-à-dire que les gens qui sont arrivés à la même heure que vous ont à peu près le même programme que vous, en fonction de l'heure des spectacles. Il y a plus ou moins un flux qui se déroule dans le parc, et tout ça se fait, en tout cas même en conditions orange, se fait de manière assez naturelle et fluide. On s'installe donc dans les gradins du Secret de la Lance. Alors déjà, magnifique, hein, les décors, c'est impressionnant. Déjà, c'est impressionnant d'être dans ces gradins avec tous ces gens. Les gradins étaient pleins à craquer, hein, mais on est très bien installé, très bonne ambiance, beau soleil, etc. Les décors, alors là, Le Secret de la Lance, c'est ambiance guerre de 100 ans, château fort, combats médiévaux, chevaliers. Donc on s'installe, on attend, et puis on attend une petite dizaine de minutes, et là, le spectacle commence. Alors on commence évidemment par les artistes qui interprètent ce spectacle, qui commencent à s'échanger quelques répliques. On a la musique qui se lance, qui nous met dans l'ambiance musique exceptionnelle. Dans tous les spectacles, musique exceptionnelle. Ensuite, on a le chevalier qui arrive. Je vous raconte pas l'histoire, hein, je vous laisserai le découvrir, mais le chevalier arrive, il y a un enjeu qui se crée. On est en pleine guerre de 100 ans, les Anglais approchent, il faudrait pas qu'ils attaquent le château. On a un grand château fort en fond. Il est vraiment en fond, hein, il est vraiment loin, et ça a son importance. On a une grande muraille devant nous, et c'est ici que tout se passe. Il y a des cavaliers qui arrivent, ce sont des cavaliers amis, et soudain, Jeanne d'Arc qui fait son entrée. La petite émotion. Non, c'est pas à ce moment-là que j'ai chialé. Vous allez vouloir savoir à quel moment j'ai chialé, et vous allez attendre l'arrivée de Jeanne. Ensuite, petite démonstration équestre avec des chevaux, petit spectacle. On nous encourage à frapper dans les mains. Le public est toujours sollicité, c'est très agréable. Et puis, encore une fois, musique exceptionnelle. Je vous mets un petit extrait. Et ensuite, eh bien, c'est le siège par les Anglais, les combats, et voilà, vraiment très impressionnant avec des effets de flammes. Et puis tout à coup, le mur, les remparts se baissent, le combat a lieu, et là je me rends compte de quoi ? Le château avance, littéralement. J'étais pas au courant que les décors bougeaient à ce point, c'est des tonnes de décors quand même, il faut des mécanismes impressionnants. Le château qui était en fond jusqu'à présent avance pendant que le rempart se baisse. Et là, l'action a lieu au pied du château, les cascadeurs, ça grimpe sur les remparts, il y a des effets de flammes, je vous l'ai dit, parfois il y a des explosions et on ressent vraiment la chaleur sur sa peau. C'est vraiment une expérience très immersive
incroyable, tout ça accompagné de la musique, tout est exécuté à la perfection avec l'histoire en fond qui nous plonge un peu dedans, franchement, c'était incroyable. Ensuite, eh bien, on enchaîne, on sort, et puis on se dirige vers notre second spectacle, puisque selon les heures, alors les programmes doivent changer, mais là, l'heure voulait que le programme suivant, le spectacle suivant, c'était les Vikings. Et là, je vous l'ai dit, la fluidité, c'est-à-dire que les gens se rendent naturellement vers les Vikings. Là, on attend un peu parce que la demi-heure on n'est pas encore à la demi-heure avant. Et puis on entre. Donc on s'installe, là on est sur des bancs en bois, ambiance un peu plus nature, un peu plus rustique. D'ailleurs, l'ambiance du parc en général est très très nature, je vais y revenir. Mais ambiance un peu plus rustique, on s'installe. On a une petite rivière, un petit ruisseau qui passe, une petite rivière qui passe entre nous et l'essentiel de la Seine, j'allais dire. C'est-à-dire le village de Saint-Philibert-le-Bey. Et là, le Vieil, pardon. Et là, on assiste, le spectacle commence, on assiste aux noces de Cybèle et Aldéric. Voilà, toujours en musique, etc. Les gens dansent, tout va bien. Ça a été reproché au parc, ça, hein, que les gens dansent, que tout le monde semble heureux, alors que visiblement il y avait des gens malheureux dans le passé. Ah oui, mais c'est un parc d'attractions, putain. Bref, je parle pas de ça maintenant. Mais voilà, on assiste aux noces, ensuite une petite chasse. Alors là, on a des animaux qui entrent en scène, hein, des cochons, des petits cochons noirs qui courent, les oiseaux qui vous surprennent parce qu'ils vous passent à 1 mètre au-dessus de la tête, très bien dressés. Donc là, une séquence de chasse et ensuite, eh bien, c'est l'attaque des Vikings sur cette motte féodale parce qu'on a un petit château de bois avec des remparts en bois sur une motte, hein, c'est le principe de la motte féodale. Les Vikings qui arrivent et là, je sais pas si je vous spoil, mais si je peux vous spoiler, je pense que vous avez déjà vu des images. Mais là, les Vikings arrivent et le bateau est sur une sorte de rampe de parc d'attractions. Et là, il descend vraiment comme un wagon de parc d'attractions. Et là, il arrive dans l'eau. Alors vraiment, l'eau qui jaillit de partout. C'est assez impressionnant. Tout ça accompagné avec la musique. Le combat commence. Combat viking contre les habitants du village. Et les maisons, les toits de chaume prennent feu. Les maisons en bois prennent feu. Ensuite, ça attaque la mode féodale. Et puis encore des effets de feu. Et puis soudain... il y a une ambiance pesante, le viking souffle dans sa corne ou je sais plus, il appelle à l'aide. Et là, mais clou du spectacle, on a un beaucoup plus grand navire viking qui sort de sous l'eau. Progressivement, on a le mât d'abord qui sort, ensuite on voit la tête du drakkar, et puis ça sort. Et qu'est-ce qu'on découvre quand on voit ça ? Il y a des gens sur le bateau, il y a des guerriers vikings qui attendent comme ça. Alors ils doivent retenir leur respiration, je sais pas comment ils font, je sais pas d'où ils sortent. Mais ils sont debout sur le bateau et ils montent en même temps que le bateau. Alors déjà on prend une claque, ensuite le combat gagne en intensité. Et puis voilà, je vous spoile pas la fin, à part que Saint-Philibert justement arrive et on assiste au dénouement. Vraiment spectacle très très sympathique, beaucoup plus, j'allais pas dire spectaculaire, mais beaucoup plus riche en action de toutes parts. Parce que ça aussi c'est un truc qu'il faut souligner, c'est que au Puy du Fou, les spectacles, il y a tellement de choses à voir que je pense que vous pouvez les voir plusieurs fois. Parce que il y a une action qui se passe à gauche, vous êtes attentif à gauche, et puis ensuite, à droite, vous manquez quelque chose. Vraiment, c'est vraiment une scène, un tableau dans lequel il se passe beaucoup de choses. Il faut être très attentif, mais en général, on arrive quand même à nous diriger vers le lieu de l'action principale, ça j'ai remarqué. Ne serait-ce que quand vous avez tous les figurants qui se tournent leur tête vers un endroit, c'est qu'il faut regarder par là. Voilà, il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça. Voilà, donc spectacle très sympa. Et ensuite, pas le temps de niaiser. Dès la sortie des Vikings, après une petite déambulation parce qu'on avait un peu de temps dans le parc, très agréable, j'y reviendrai, après la fin du spectacle des Vikings, on enchaîne vers le clou du spectacle, j'allais dire, c'est le truc que j'attendais le plus, c'est le truc le plus emblématique du Puy du Fou, c'est bien sûr le signe du triomphe qui se passe dans l'amphithéâtre romain, le fameux Colisée du Puy du Fou. Et là, c'était fou. Bon, là, il y avait un peu plus d'attente parce que le stade, l'arène, il faut la remplir. Il y avait un petit peu plus d'attente, mais toujours très fluide, hein, on avance et puis on peut profiter des décors, on peut profiter du beau temps. Les enfants s'amusent sur le côté pendant que les adultes patientent. Et puis on arrive dans cette arène, c'est assez impressionnant, elle est faite en pierre, hein, c'est pas du fake, donc c'est assez impressionnant. Et puis on s'installe dans les tribunes, et là on se rend compte en arrivant qu'il y a des chauffeurs de salle qui commencent à mettre l'ambiance, on sait pas trop ce qui se passe au début, et puis on se rend compte que l'arène est divisée en deux, d'un côté les Romains et de l'autre les Gaulois. On a des chauffeurs de salle gaulois habillés avec des peaux, enfin des barbares classiques quoi. Et puis en habit traditionnel. Et puis, côté romain, on a les aigles, on a les sénateurs en toge, voilà. Et c'est vraiment très, très, très cool d'avoir fait ça parce que ça permet, les chauffeurs de salle nous incitent
à crier, à chanter, à taper des mains et à huer le public d'en face. Donc c'est vraiment gaulois contre romain et ça donne vraiment un côté très sympathique, très participatif. Quand la tribune d'en face chante, on fait comme ça, on hue. Bref, c'est très animé. Et puis notre chauffeur de salle, on est applaudi. Et moi, figurez-vous, parce que là c'est le hasard, parce que vous pouvez pas choisir votre place, hein, vous êtes dirigé en fonction du remplissage. Et moi j'étais côté romain. Eh oui, donc autant vous dire que j'étais très content de ne pas être parmi ces barbares et je peux vous dire que je les ai pas mal hués. Hein. Ensuite, il y a l'empereur qui entre, alors là, enfin l'empereur, non, le gouverneur de la Gaule qui entre. Bref, il est acclamé, on se prend vraiment au jeu. Et là, ça commence sur la piste, des guerriers gaulois qui sont capturés. Et puis ensuite, la tribune d'en face crie « Libérez les Gaulois, libérez les prisonniers ». Nous, on les hue copieusement, évidemment. Et le spectacle commence, donc combat de gladiateurs, très sympa. Et ensuite, ce qui est le plus impressionnant, ce qui m'a le plus impressionné, les courses de chars avec les quadriges qui vraiment nous incitent en plus à soutenir une équipe. Donc il y a toute une mise en scène. Et c'est vraiment très impressionnant. Hein. Ce char, un quadrige tiré par 4 chevaux, alors que la piste est quand même assez petite, hein. Ça paraît peut-être plus impressionnant en vidéo, mais c'est vraiment fou. Et ensuite, clou du spectacle, encore une fois, j'arrête pas de dire ça, mais le spectacle est parsemé de clous. Et bien c'est évidemment, on n'a pas eu lieu à une bataille navale en bonne et due forme avec de l'eau qui envahit la piste, comme ça pouvait avoir lieu au Colisée, en tout cas dans les tout débuts du Colisée, et encore c'est même pas sûr. Mais je me disais, tiens, comment ils vont, parce qu'ils n'arrêtent pas d'en parler, comment ils vont nous montrer une bataille navale, une reconstitution de bataille navale. Et là, on a ce qui est central dans la scène, un obélisque, etc. Vraiment un truc tout petit qui commence à monter, à se déployer. Et puis là, on a une véritable galère romaine qui se dresse devant nous et qui se déploie de manière assez magistrale. Il y a du combat par-dessus, comme d'habitude, ça pète le feu de partout. Très, très impressionnant. Voilà, ce spectacle m'a beaucoup ambiancé. Mais non, c'est toujours pas là que j'ai chialé. Après le signe du triomphe, c'est la pause déj. La pause déj, donc l'occasion de se poser un moment. Là, moi j'avais mon plan du parc, en plus on est géolocalisé dessus avec l'application. On avait croisé un petit panini, je dis à ma mère, t'inquiète pas, je suis chaud, on va aller au panini, suis-moi, je suis un expert. Ils me suivent, impossible de trouver le panini, impossible, on s'est complètement perdu. Du coup, on s'est retrouvé au village de Chasseloup, qui est un village vraiment pittoresque avec des artisans qui travaillent et qu'on peut regarder au travail. Et hasard, c'était l'heure du Grand Carillon. Alors le Grand Carillon, si vous ne savez pas, c'est une horloge, disons, monumentale avec 70 cloches. Et à certaines heures, eh bien, on a droit à un spectacle musical avec des artistes, des acrobates qui vont grimper sur cette horloge qui est vraiment impressionnante, qui vont sonner les cloches et jouer des airs. Et ça dure quoi, une quinzaine, vingtaine de minutes. Et puis c'était pile l'occasion de la pause déj, donc il y avait des gens installés, il y a des petits gradins. Et c'était un très bon moment. Comme on n'a pas eu de panini, et tant mieux d'ailleurs, puisqu'on est tombé sur une sorte de petite boulangerie d'époque qui faisait des jambons beurre d'époque. Et je peux vous dire que ça fait longtemps que j'avais pas mangé de jambon beurre, et ça fait longtemps que j'en avais pas mangé d'aussi bon. Ça me permet de vous dire un mot sur la nourriture du parc. Alors j'ai pas fait les restaurants, etc. parce que bon, les restaurants dans les parcs d'attractions en général, c'est cher. Là, j'ai même pas regardé les prix des restaurants. On voulait se faire un truc sur le pouce, mais je peux vous dire que le jambon beurre était exceptionnel. Pourquoi? Eh bien déjà, c'est du vrai pain cuit dans un vrai four à pain. Ça se voit avec des ingrédients de qualité, peut-être à l'ancienne, je sais pas, c'est ma mère qui faisait la queue pendant que j'étais installé tranquille. Mais je j'ai pas regardé les ingrédients. Du vrai pain, donc du vrai pain boulanger fait dans un four à pain à l'ancienne. Du vrai jambon vendéen de qualité, on voit que c'est du vrai jambon et pas de l'industriel. Et puis par-dessus tout ça, du beurre, du bon beurre vendéen là aussi, il me semble. Mais en tout cas, il y avait une AOP. Et des cornichons qui font toute la diff, vous le savez, qui apportent le croquant, qui rend ce sandwich si exceptionnel. Je peux vous dire que c'est le meilleur jambon beurre que j'ai mangé de ma vie. Le tout pour 6,50 €. Alors vous allez me dire, 6,50 € pour un jambon beurre, c'est cher. Mais un, on est dans un parc d'attractions, donc c'est pas si cher. Et deux, vu les ingrédients, c'est pas cher du tout. Alors je sais pas si le reste de la carte du parc est à l'image de ce jambon beurre, mais c'était très bon et très agréable en plus avec le carillon. Et c'est à ce moment que j'ai chialé. C'est en mangeant ce jambon beurre, en croquant et en sentant toutes les saveurs du beurre. Non, pas du tout. Après le déjeuner, alors il n'était pas midi du tout, on était déjà bien avancé dans l'après-midi. Il nous restait encore un peu de temps, dont un dernier spectacle, mais d'ici là, on avait un peu de temps pour déambuler dans le parc et faire ce que je vous avais dit, c'est-à-dire les fameuses expériences immersives. On en a fait
3, je vais vous en parler. On a commencé par une expérience immersive qui me tenait à cœur, c'est-à-dire le mystère de la Pérouse. J'aime beaucoup cette histoire, vous savez, c'est cette fameuse expédition scientifique dans la lignée de ce qu'avaient pu faire les Anglais avec Thomas Cook. Cette expédition scientifique lancée par le roi Louis XVI, ça lui tenait tellement à cœur qu'il aurait demandé des nouvelles de cette expédition au pied de l'échafaud, mais ça a été commandité par le roi Louis XVI et c'est une expédition tragique, hein, sans retour. Les deux navires, la Boussole et l'Astrolabe, se sont échoués au large des îles Salomon. On n'a pas eu de nouvelles pendant des décennies. Mais cette expérience nous permet justement de replonger dans cette expédition. Alors d'abord on nous explique les bases, on a un narrateur en permanence, on a des haut-parleurs, et en fait les expériences immersives c'est une sorte de grand couloir dans lequel vous déambulez de salle en salle, et chaque salle a sa thématique. Et on est vraiment en immersion grâce à des technologies qui sont vraiment assez impressionnantes. Alors on peut voir les découvertes botaniques qui ont été faites. On peut voir certaines scènes avec de vrais figurants. On a des automates, mais on a aussi pas mal de vrais humains qui répètent des textes et qui jouent très bien d'ailleurs. Parce que je me dis, si les mecs font ça toute la journée, je suppose qu'ils font une rota. Hein. Donc bref, on a ces petites scénettes qui sont très sympas, très immersives. Et puis voilà, on se retrouve sur le bateau. Et là, vraiment, c'est géré à la perfection. On a un tangage sur le sol, je saurais même pas vous dire si c'est sur le sol. Je sais que les murs se rétractent et se dilatent. On a des systèmes, sûrement des vérins qui font que les piliers montent, redescendent. On a le plafond qui... On sait même pas trop ce qui bouge ou alors tout bouge, mais on est vraiment dans un tangage, on est vraiment dans un navire. Et même en termes de bruitage, je vous l'ai dit, il y a les haut-parleurs avec le narrateur, mais il y a aussi le bruit parfois des mouettes, parfois des vagues, parfois de la pluie. Quand il y a de la pluie, on a des gouttelettes, on a de l'humidité, on ressent les odeurs. On est vraiment sur un bateau. Ensuite, ça tire au canon parce qu'on est en pleine bataille navale. Et dans les hublots, eh bien, il y a des projections vidéo de l'île de Pâques. On arrive aux abords de l'île de Pâques, ça c'était impressionnant. On a vraiment l'impression d'être sur le bateau et d'apercevoir l'île de Pâques au loin. Ensuite on a la bataille navale, les canons avec le recul, etc. Vraiment très très immersif. Et puis bien sûr on arrive dans le Pacifique Sud, donc dans l'Antarctique. Ça commence à faire très froid et puis on le ressent, il fait froid. Et puis il y a de la fausse neige, bref c'est vraiment super. Et puis le naufrage, bien sûr, le naufrage, alors ça tangue, il y a de l'eau de partout, mais quand je vous dis de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau qui tombe en cascade, le sol est trempé, on est vraiment dans un naufrage, c'est fou, c'est fabuleux, vraiment cette expérience, j'ai adoré. Ensuite on a enchaîné par le premier royaume, alors ça raconte l'histoire de l'arrivée sur le trône de Clovis, le premier roi des Francs, ambiance donc mérovingienne. Disons que celui-là, je l'ai apprécié, mais un peu moins. C'est sans doute l'expérience que j'ai la moins appréciée, parce que je sais pas, peut-être qu'elle est plus ancienne, sans doute d'ailleurs, mais elle est moins impressionnante, en tout cas, moins immersive, mais elle reste quand même très sympathique. Et enfin, on a fait 3 expériences immersives. La dernière, c'est Les Amoureux de Verdun. Et là, c'était magnifique, parce que on plonge dans une tranchée, littéralement. Il fait très sombre dans cette tranchée. Tout au long de cette immersion, on a dans nos oreilles, via les haut-parleurs, un narrateur qui lit la lettre d'un poilu à sa fiancée. Et on est avec lui du début à la fin. Et on vit le quotidien d'un poilu à Verdun en 1916. On avance dans la tranchée, alors on va avoir la salle radio, les médecins avec les amputations, bien sûr, toujours de vrais figurants. Il y a certains robots, mais enfin, c'est animatronique, je crois qu'on dit comme ça, mais surtout de vrais figurants. On a aussi des figurants qui déambulent parmi nous, des mecs en uniforme de poilu qui nous donnent des ordres parce que, vous voyez, il y a la narration. On nous dit tout à coup, le capitaine vous attend, et puis le mec il gueule. Je peux vous dire qu'il fait très sombre dans cette tranchée. Et parfois ça vous surprend. Et puis c'est l'hiver, il fait froid, on entend les tirs au loin, les claquements des fusils. Puis c'est l'assaut, là vraiment ça commence à s'ambiancer, mais dans le mauvais sens du terme. On a une musique très pesante. L'artillerie commence à pilonner, et là l'artillerie vous pilonne les oreilles, mais on a aussi le sol qui tremble, on a tout qui tremble autour de nous, la poussière, on a les poilus qui hurlent, qui nous disent d'évacuer, que ça va s'effondrer. Bref, c'était vraiment incroyable. On était vraiment dans une tranchée à Verdun. Ensuite on retrouve le narrateur qui nous donne de ses nouvelles, qui s'adresse à sa fiancée. Évidemment, histoire tragique. On a Noël aussi, Noël dans les tranchées, c'était très touchant. Bref, cette expérience
Je l'ai adoré. Mon expérience immersive favorite sans aucun doute. C'était très très touchant. Là, je commençais à avoir l'émotion qui montait parce que les poilus Verdun, c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous. J'ai commencé à avoir l'émotion qui montait. Mais non, c'est pas à ce moment que j'ai chialé. Après avoir fait ces expériences immersives, était venue l'heure de notre dernier spectacle. Ce dernier spectacle, c'était bien évidemment le dernier panache. Je vous l'ai dit, j'ai dû faire des choix. J'avais prévu d'en faire 5 de spectacles, mais comme on est arrivé un peu tard, j'ai pas pu faire l'épée du roi Arthur, et ça m'a désolé parce que je voulais vraiment faire l'épée du roi Arthur, mais ce sera pour une prochaine fois. Là, le dernier spectacle, c'était le dernier panache, donc évidemment, histoire tragique de la guerre de Vendée, l'histoire surtout de Charette, hein, c'est vraiment centré autour de Charette, plongé alors de ses débuts dans la marine jusqu'à sa prise de commandement, la Convention nationale qui déclare la Vendée hors la loi et les Vendéens, bref vous connaissez l'histoire, et ensuite les premières embuscades. C'est un peu le scénario du film Vaincre ou mourir, hein. C'est littéralement le film, quoique dans le film Vaincre ou mourir on n'a pas le passé de Charette, mais c'est littéralement le film Vaincre ou mourir, hein, le déroulé, après c'est la vie de Charette, qui se déroule sur scène. Donc là c'est un spectacle en intérieur. On a fait les 3 premiers spectacles, je vous rappelle que c'était en extérieur. Là c'est un spectacle en intérieur, il y en a d'autres, hein, mais c'est le seul qu'on a fait en intérieur pour le coup. Je me suis dit, bon, bah ça va être une expérience différente, quoi. Peut-être moins bien, parce que c'est en intérieur, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire. En intérieur, il y a un public, une scène. Pas du tout. On a des scènes qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. On a vraiment un plan de coupe d'un bateau, d'un navire de guerre, parce qu'on nous retrace son passé dans la marine, avec des... Je vous le mets à l'écran, avec des pièces, des figurants qui déambulent de pièce en pièce, qui montent. Et quand vous avez ça devant vous, c'est vraiment très impressionnant. Ensuite, les rideaux se ferment. Et quelques secondes plus tard seulement, il s'ouvre à nouveau et là vous avez une autre scène dans la forêt avec une profondeur, et puis les acteurs, et puis la musique, etc. Vraiment impressionnant, et je me dis putain mais c'est fou. Et moi comme un con, parce que j'ai 3 de QI, je me dis mais comment ils font pour changer la scène aussi vite, quoi, c'est pas possible. Je comprends pas comment c'est possible de désinstaller le décor et d'en remettre un autre. Je vais mettre complètement débile quoi. En fait j'ai mis du temps, oui j'ai mis du temps à me rendre compte que les gradins, les tribunes tournaient. Voilà, cette salle de spectacle est circulaire. Vous avez plusieurs scènes tout autour, avec des rideaux. Vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais il m'a fallu du temps quand même à me rendre compte que c'est littéralement le public qui tourne. Alors, c'est l'histoire de Charette, donc comme je vous l'ai dit, avec son épique, son tragique. Vous êtes vraiment en immersion, avec ces scènes qui s'enchaînent et cette projection sur cette toile à 360 degrés. Et c'est là que j'ai lâché ma petite larme. Alors vous allez me dire, ah, il a lâché sa petite larme parce que l'histoire de Charette l'a ému. Alors oui, c'était très émouvant et ça m'a touché. Et puis j'ai sans doute relâché une seconde larme parce que l'histoire de Charette est tragique, hein, vous la connaissez, elle est très bien mise en scène d'ailleurs. Mais c'est pas pour ça. Le moment exact, c'était lors de la bataille navale des Saintes. La bataille navale des Saintes, parce qu'on raconte le passé maritime de Charette. Il embarque, je vous l'ai dit, il y a le plan de coupe du bateau. Ensuite, il s'embarque en mer, guerre d'indépendance américaine. Boum, il y a la marine royale qui arrive. Là, c'est tout vraiment 360 degrés. Vous êtes en mer et vous avez une scène monumentale, magistrale de bataille navale avec des navires sur votre gauche, des navires sur votre droite en face, et puis ça se tire dessus au canon, et puis ça tangue, et puis ça pète de partout. Et là je me dis putain, mais la lourde marine royale qui arrive dans la guerre d'indépendance américaine pour fracasser du navire anglais. Franchement, c'était fou, c'était fou. Moi, je chiale quand c'est beau, je chiale quand c'est épique. Je chiale jamais dans la vraie vie. Je fais une petite parenthèse pour me redonner un peu de virilité. Je chiale vraiment jamais dans la vraie vie. Jamais, même lors des événements tragiques. Par contre, pour ce qui est d'expérience vidéoludique, enfin, audiovisuelle, au cinéma, par la musique, par la beauté artistique, par l'épique aussi, parfois, c'est tellement épique et beau. C'est souvent par le beau que je chiale plus que par le tragique. Quand je dis je chiale, c'est la larme qui coule, hein, c'est pas... Mais vraiment, c'est très rare, sauf pour ce qui est artistique et audiovisuel. Et bah là, c'était pas audiovisuel, c'était surtout visuel, mais c'était incroyable. Vraiment, j'ai été pris, j'étais à bord de ce vaisseau, et puis je sais pas ce qui s'est passé en moi à ce moment-là, mais je me disais, mais bordel quoi. Et oui, il y a des gens qui chialent devant Titanic, moi je chiale devant la grosse marine royale qui débarque dans la guerre d'indépendance américaine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est viril quand même, non? Bah voilà, le dernier panache, vraiment je vous le recommande, c'était incroyable. Je vous l'ai dit, un tout petit peu resté sur ma faim en termes d'épique, mais peut-être que
je m'attendais à quelque chose qu'il n'était pas. Donc voilà, vraiment très très impressionnant techniquement. Je m'attendais pas du tout à ça. Bon, ça doit exister ailleurs, hein, bien sûr, mais je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un spectacle classique en salle avec une scène et des gradins. Je m'attendais pas à une salle qui tourne, quoi. Donc vraiment très maîtrisé, très impressionnant, bravo. Et c'est vrai, le spectacle qui m'a pris au trip. C'est vraiment le mot, pris au trip. Donc forcément, en plus, c'était logique. Puy du Fou, bon, de Villiers et tout, histoire vendéenne, il fallait que ce soit au programme, d'autant que le parc est très enraciné dans son histoire locale, histoire nationale et histoire locale. Voilà, donc un incontournable vraiment. Donc voilà, on est sorti après ça, il nous restait un peu de temps et puis c'était l'occasion d'aller flâner un peu, de refaire le parc parce que le parc est à la fois grand mais il reste à échelle humaine quand même, il n'est pas immense. Donc on a été flâner tout simplement dans les petits villages parce que c'est très thématisé. Il y a le village des Vikings, hein, Saint-Philibert, le village de l'ère viking, Saint-Philibert le Vieil avec ses maisons en toit de chaume, ses artisans, ses boutiques bien sûr et ses stands de restauration. Vous avez le fort Rognon aussi, alors ça aussi très agréable, j'ai bien aimé, ambiance un peu plus médiévale, maison mansardée. Bon, moi je vis en Bretagne donc j'ai l'habitude de voir ça tout le temps, donc j'étais pas là à m'extasier, mais c'était vraiment très sympa. Et puis là on peut voir des artisans, des tailleurs de pierre, je les ai filmés d'ailleurs. Vous pouvez voir aussi, tiens justement quelqu'un qui fait du pain, c'est peut-être le pain de la boulangerie que j'ai mangé. Bref, vraiment petit village très immersif. Ensuite petite promenade le long du Val de la Marienne. Alors vraiment il y a une rivière qui coule en plein milieu du parc et on a un val avec, c'est très boisé, il y a des très jolis parcs, des petits ponts, jardins un peu à l'anglaise. Anglaise, je rigole, j'adore les jardins anglaises, mais vraiment cet endroit, on se sent plus du tout au parc d'attractions, quoi. C'est vraiment une parenthèse naturelle qui fait du bien, on respire, il fait frais. Mais voilà, le Val de la Marienne, vraiment parenthèse fleurie et verdurée, quelle poésie, quelle poésie. Et puis on a terminé par Bourg-Bérard, qui est un village de la belle époque, avec très charmant, hein, vraiment belle époque. Il y a des automates musiciens qu'on n'a pas pu voir, qui se déclenchent à certaines heures. Village de la belle époque avec son manège, ses petites affiches, ses petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Et ses boutiques, alors c'est là où il y a toutes les boutiques, parce que c'est à la sortie du parc. Et j'ai eu aussi la belle surprise de croiser, enfin de voir dans les boutiques, mon partenaire des éditions Phoenix, hein, leurs petits livres qui sont juste là, et je les ai vus, enfin c'est pas mon partenaire du jour, mais les éditions Phoenix, ils ont leur stand à eux au Puy du Fou, et j'ai été très surpris, GG les gars, franchement ça m'a fait plaisir de voir ça. Mais sinon voilà, très agréable, leur météo très agréable, parc très bien entretenu, très diversifié, c'est très agréable de se balader, j'arrête pas de dire agréable, c'est très sympa de se balader dans les villages. Ensuite vous avez des zones un peu plus boisées, un peu plus naturelles, vraiment on n'a pas l'impression d'être dans un parc d'attractions, et c'est... Non, je ne redirai pas agréable. Je n'ai pas pu tout faire comme je vous l'ai dit puisque j'y suis allé une journée et encore c'était pas une journée complète puisqu'on est arrivé un peu tard et puis on n'est pas resté jusqu'au bout, mais par rapport au nombre d'heures qu'on est resté, on a marché 15 000 pas, hein, et puis ça se ressent même pas, hein, ça se ressent pas du tout, la fin de la journée vous êtes très bien. Donc pour cette petite journée, on a fait quand même 4 grands spectacles, 3 expériences immersives, sans compter les petites activités. On a fait le labyrinthe, les jardins de la fontaine, on a fait pas mal de trucs annexes, et franchement, ça se fait. En une journée, ça se fait largement. Si on était venu un peu plus tôt, qu'on était parti un peu plus tard, on aurait pu en faire davantage. En une journée, vous pouvez faire, disons, ce qui vous tient le plus à cœur. Ensuite, je pense que l'idéal pour le Puy du Fou, c'est vraiment 2 jours. Sur le site du parc, ils disent 3. Je pense que 3, c'est un peu trop. Il y a des hôtels sur place que je n'ai pas testé d'ailleurs, mais très thématiques, mais qui ont l'air très très sympas, notamment les îles de Clovis, hein, ces petits bungalows sur l'eau, bref. Mais vous pouvez rester, je pense, que vous choisissez un hôtel ou un Airbnb dans le coin, je pense que 2 jours, c'est l'idéal si vous y allez en week-end. Mais 1 jour, ça se fait largement pour ceux qui se posent la question. Mais en effet, je n'ai pas pu tout faire, notamment l'épée du roi Arthur, ça c'était un raté de ma part, mais c'était au programme. Mais il y a d'autres choses que j'aimerais faire, le bal des oiseaux fantômes, il y a quoi? Il y a les noces de feu, il y a les mousquetaires de Richelieu. Ce sera l'occasion il y a le mime qui est aussi un spectacle en intérieur et qui apparemment, on me l'a dit, apparemment est fou, apparemment est incroyable. Il a d'ailleurs été élu meilleur spectacle du monde, je crois, alors qu'il est tout récent. Ce spectacle a l'air dingue, j'ai très envie de le faire, le mime. Et bien sûr la cinécénie. Là, c'est vraiment le vrai clou du spectacle. La cinécénie, bon, c'est en nocturne, ça doit être vraiment où on vous conte toute l'histoire de France à grande échelle avec des dizaines ou des centaines de figurants. Ça, c'est un truc que vous ne pouvez faire que si vous y allez sur 2 jours ou si vous habitez dans le coin, il va falloir dormir sur place. Du coup, je n'ai pas pu le faire, mais
ce sera l'occasion d'une prochaine visite. Mon spectacle préféré, alors je les ai tous aimés, plus ou moins, ils ont tous un style différent. Le Secret de la Lance, très épique, très chevaleresque. Les Vikings, peut-être un peu plus d'action, un petit côté champêtre. Le Signe du Triomphe, plus spectaculaire, bien sûr. On est au Colisée, Gaulois contre Romains, c'était très sympa. Et puis, plus intense et touchant, le Dernier Panache, qui est un spectacle en intérieur. Mais mon préféré, si je devais en choisir un, je pense que c'est le Secret de la Lance, parce que peut-être que c'est parce que c'est le premier spectacle que j'ai fait. On arrivait, c'était le matin, il faisait beau, il y avait une ambiance, mais vraiment je l'ai trouvé incroyable ce spectacle avec ses décors qui bougent, ses flammes, ses cascadeurs, très impressionnant, les chevaux, les chevaliers, Jeanne bien sûr. Je pense que le côté épique et chevaleresque m'a beaucoup plu. Et au-delà du jambon beurre, c'est mon expérience préférée. Et en termes d'expérience immersive, justement, je vous l'ai dit, ce que j'ai préféré, c'est Les Amoureux de Verdun, incontestablement. Donc voilà, j'en redemande. En résumé, j'en redemande et je vais y retourner. Un tout petit mot pour finir sur les polémiques. Alors vraiment un petit mot parce que j'ai pas envie que la vidéo soit orientée autour de ça, mais il fallait bien que j'en parle. C'était avant tout pour raconter mon expérience, mais les polémiques qui accusent le parc d'avoir une ligne idéologique. Oh mon Dieu, oui, oui. Le parc a une ligne idéologique, c'est incontestable. Même si le Puy du Fou le reconnaît à demi-mot, et puis de toute façon, c'est pas ni dans leur intérêt, ni leur but de le reconnaître officiellement. C'est un parc à thème, c'est un parc d'attractions qui a vocation à attirer un large public. Mais oui, ça ne choquera personne si je dis que le Puy du Fou a une ligne idéologique, surtout quand on sait que c'est les De Villiers derrière, etc. Mais c'est très imprégné de localisme, ça c'est très bien, c'est très enraciné dans l'histoire locale, dans l'histoire nationale. Ça nous parle de la guerre de Vendée, bien sûr, mais oui, en effet, c'est le parc, comme le disent ses détracteurs, c'est un peu le parc du roman national, oui, mais sauf que moi je le vois pas péjorativement. Eux si. Et puis eux d'ailleurs, quand je dis eux, je parle des détracteurs du parc et notamment ceux qui avaient commis cette brochure, ce livre de toilettes d'air d'autoroute, le Puy du Fou, sous couvert de fausse objectivité. J'en avais largement parlé dans ma vidéo, je vous renvoie à ma vidéo, je la mettrai en description, ma vidéo sur leur livre justement, sous couvert d'objectivité, de neutralité scientifique, hein, n'importe quoi, il n'y a pas d'objectivité en histoire. Eux, sous couvert de leur prétendue objectivité, avaient clairement aussi une ligne idéologique, hein, féministe, marxiste, avec la lutte des classes, et c'était clairement anti-Puy du Fou. Le Puy du Fou a sa ligne, elle est plus ou moins assumée, à qui veut bien lire entre les lignes et la comprendre, mais où est le mal? Qui n'en a pas de ligne? D'autant que c'est une accusation assez malhonnête concernant un parc à thème qui, je le rappelle, il s'en est déjà défendu, n'a pas vocation à faire un travail d'historien. Comme l'a dit le parc, et je vous terminerai par cette citation, c'est une plongée dans le légendaire français. Oui, le légendaire français, ça fait partie, ce roman national fait partie de notre mythologie. Une mythologie, ça n'est pas scientifique, c'est basé sur des choses réelles, bien sûr, mais ça n'est pas une démarche zététicienne, une démarche scientifique. Une mythologie, tous les peuples en ont besoin pour faire peuple, justement, et c'est les valeurs, l'idée, l'esprit que véhicule le Puy du Fou. Mais bref, pour tout ça, je vous renvoie à ma vidéo, ce sera plus simple. Et puis d'ailleurs, quand on accuse le Puy du Fou d'être le parc du roman national, moi, après cette expérience, je dirais que c'est plutôt le parc du roman national chrétien. Oui, le parc est très, même pour moi, que ça dérange pas parce que je suis catholique, hein. Donc moi ça m'a pas gêné du tout, mais on ne peut le nier, le parc est très imprégné de valeurs chrétiennes et de manière un peu poussive parfois. Le Secret de la Lance, eh bien, c'est Jeanne d'Arc, la mission du ciel, il y a une intervention divine, hein, je vous spoile pas. Les Vikings, eh ben, il y a Saint Philibert qui apparaît là aussi à la fin de manière un peu mystique, et puis les Vikings qui s'agenouillent et qui se convertissent. Le Signe du Triomphe, donc l'arène, le Colisée, c'est là où c'était le plus poussif parce que on était dans un combat gaulois contre romain, on aurait pu en rester là. C'était déjà très amusant et très intéressant par rapport aux valeurs de souveraineté, même si moi, vous me connaissez, je suis plutôt du côté romain, voilà. Il y a des gens qui m'aiment pas pour ça, mais bon, disons que c'est mon petit dada à moi, quoi. Moi, c'est l'Empire, quoi, merde. Enfin, gallo-romain, voilà, je trouve que la Gaule romaine est magnifique. Mais on aurait pu en rester à cette confrontation gaulois indépendantiste, disons souverainiste, face à l'Empire, l'extension de l'Empire, qui est vu comme le mal, machin, même si ça me convient pas forcément, mais c'était amusant, voilà, c'est l'imaginaire national, c'est Astérix, quoi. On aurait pu en rester là, sauf qu'ils y ont ajouté les Gaulois qui brandissent le signe du poisson, et les Gaulois qui sont soudain le parangon de la christianisation, et les Romains, bon, ça a existé, hein, bien sûr, on a des martyrs gaulois, mais on a choisi cette orientation du Gaulois chrétien,
face aux méchants romains qui a encore ses dieux, qui vénèrent encore Jupiter. Et disons que le clivage est situé là-dessus, un clivage religieux. Je pense qu'il y avait mieux à faire avec les Gaulois et les Romains pour pas forcément conclure et imprégner le spectacle de manière si visible, si flagrante de ça. Voilà. Objectivement, c'est un peu poussif. Mais au-delà de ça, et ben voilà, ce sont des valeurs françaises. Le parc nous véhicule des valeurs chevaleresques, des valeurs religieuses, bien sûr, catholiques, les valeurs familiales aussi, le sens de l'honneur, le sens du sacrifice. Oui. Et alors? Et encore une fois, cette mythologie est nécessaire pour faire peuple, pour faire France, etc. Eux ont une autre mythologie, une autre idéologie. La différence, c'est qu'eux avancent à visage masqué. Bref, j'arrête là. Et puis juste, dernière parenthèse, cette ligne-là, soi-disant sexiste, patriarcale, des valeurs traditionnelles, etc. En fait, elle n'est pas si évidente que ça. La place des femmes m'a choqué, m'a choqué dans le bon sens du terme. Les femmes ont une énorme place dans les spectacles, dans les thématiques, dans tout. Alors accuser le parc de sexisme, c'est vraiment abusé. Faites l'expérience par vous-même, je rentre pas dans les détails parce qu'on n'a plus le temps, et vous allez voir. Et tout ça est totalement archi giga mais secondaire par rapport à la haute qualité de tout le reste, quoi. Tout est beau, tout est magistral. Bref, c'est une parenthèse vraiment féerique dans le légendaire français. Et je trouve ça fou, pour terminer, je trouve ça fou que ce parc existe. Posez-vous 2 secondes, imaginez que le Puy du Fou n'existe pas, et que quelqu'un vous dit, tiens, je vais lancer un parc d'attractions sur le thème de l'histoire de France, orienté au roman national, valeurs chrétiennes, chevaleresques. Le fou, quoi, le fou du bus. Non, même moi le premier, je dirais, mec, arrête, c'est bon, ça va flopper, ça va être nul, ça va être vieillot, t'auras une chronique sur Quotidien avec Yann Barthès qui se fout de ta gueule, ce sera un public très ciblé, très niche, alors que là, pas du tout, c'est vraiment grand public, c'est familial, tout le monde adore. Vous vous rendez compte du succès du Puy du Fou, de toutes les récompenses qu'il a eues, des entrées qu'il fait chaque année, et ça ne cesse d'augmenter. C'est fou et ça donne beaucoup d'espoir. Pour terminer justement sur ces polémiques, je laisse la parole au Puy du Fou qui avait répondu, ça c'est dans le livre Le Puy du Fou, le Puy du Fou avait répondu à des avis TripAdvisor qui l'accusaient d'idéologie. Je trouve la réponse parfaite, je vous la lis. Le Puy du Fou n'a jamais prétendu faire un travail d'historien. Il propose de spectaculaires romances historiques qui permettent un voyage poétique dans le légendaire français à travers ses merveilles, ses drames, ses grandeurs. Voilà, terminé, basta. Et le succès vient avec. En conclusion, je vous recommande vraiment d'y aller. Allez-y, allez au Puy du Fou, allez-y en famille, ça plaira à tout le monde. J'en ai fait l'expérience. Vous avez maintenant mes recos, mes avis sur la question. C'est une masterclass, c'est grandiose, c'est beau, c'est intense, c'est poétique, c'est légendaire, c'est français. Voilà, tout simplement. Allez-y, c'est incroyable. Le succès parle de lui-même, c'est un succès amplement mérité. Ça les fait bien rager, hein, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça. Et nous, ça nous régale, vraiment. Merci donc au Puy du Fou de nous permettre cette expérience, de nous sortir vraiment de cette monotonie actuelle, de ce pessimisme et de nous offrir cette parenthèse enchantée dans notre passé glorieux. Merci encore à mon partenaire Novium. Vous retrouverez bien sûr leur overpen et tout le reste sur leur site grâce au lien en description. N'oubliez pas le code Christopher avec moins 20% pendant 48 heures. Merci à vous. Pour conclure, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes déjà allé au parc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous.